Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 66e épisode numéro 65. Nous sommes le 2 mars 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Duval. Bonjour Alexandre, qui êtes-vous ? Bonjour Hubert, je suis Canard sur Twitter, Canard chez Clever et je m'occupe principalement de tout ce qui est un peu API backend. Là je bosse par exemple sur les network groups qui devraient sortir très bientôt, sur un peu de biscuits, ce genre de choses. Voilà. Tu es aussi l'homme qui murmurait à l'oreille des logs, n'est-ce pas ? Oui, mais ça faut pas le dire parce que c'est un sujet qui va très vite avancer, mais ce n'est pas fini, pardon. Nous sommes également en présence de Rémi Collignon. Bonjour Rémi, qui êtes-vous ? Bonjour Hubert. Alors Rémi Collignon, je suis un nouveau développeur chez Clever Cloud, un ancien OVH, et donc moi je vais travailler sur tout ce qui est utilisation et intégration des API chez Clever. Cool. Ça fait combien de temps que tu es chez nous maintenant ? 2 mois. Ça passe vite. Eh bien, bienvenue dans cette première dans le podcast. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité de prestige, Frédéric Camblor. Bonjour Frédéric, qui êtes-vous ? Et qui avec une caméra qui se met pas à jour, qui se met pas à ouais, donc du coup bonjour. Donc du coup moi c'est Frédéric. Tech lead chez 4SH, une petite ESN bordelaise de 70 personnes, pas si petite que ça. Ouais. Que j'ai rejoint il y a 10 ans. Je fais du web en fait depuis une quinzaine d'années maintenant. Initialement, j'ai fait beaucoup de back et puis je fais de plus en plus de front sur des applis mobiles hybrides majoritairement. Donc voilà, donc ça c'est mon boulot le jour et la nuit, je participe à quelques projets. J'ai été jug leader du Bordeaux Jug. J'ai contribué à un certain nombre de projets OS open source comme Jenkins, Restix. Cool. J'ai co-créé une conférence qui s'appelle BDX.io. Très bonne conférence. Où on a pu accueillir Hubert. Je fais partie du comité de sélection des talks de Devox France depuis 2 ans maintenant. Et puis un peu plus récemment, j'ai contribué au front-end de Vitmados. Vitmados, tu peux rappeler vite fait pour ceux qui ont raté ce que c'est Donc Vitmados, c'est une plateforme qui complètement bénévole, qui a été à l'initiative de Guillaume Rodier en avril 2021. C'était au moment où on commençait à avoir les vaccins disponibles et que ça devenait un peu compliqué de se trouver un créneau de réservation pour pouvoir se faire injecter une dose de vaccin. Et du coup, c'est une plateforme qui agrège plein d'autres plateformes, notamment Doctolib, qui est la plus grosse des plateformes. Mais on a aujourd'hui, je m'en rappelle plus, je crois que on a un peu plus d'une dizaine de plateformes chez qui on va chercher les créneaux de réservation et on agrège tout ça dans une application assez léchée. L'objectif, c'était vraiment de faire un truc très simple pour que les gens perdent le moins de temps possible, quoi. Ouais, avoir des alertes et trouver plus facilement une dose. Ouais, la partie alerte, donc ça c'était sur les applis mobiles, on s'est mis à développer ces trucs-là. Et ouais. Donc pour encourager, en gros, c'était vraiment un truc pour encourager à la vaccination. Bon, et maintenant, ça c'est... Ouais. J'allais dire, ça s'est passé comment Guillaume, il bossait historiquement sur Covid Tracker, le site web puis il a créé d'autres outils autour. Et comment tu t'as fait moi je suis Fred et je veux vous aider à faire Vitmados, quoi. En fait, il a tout simplement tweeté un jour en disant on a une idée. En fait, à ce moment-là, l'idée était plus qu'une idée parce qu'il avait déjà dans Covid Tracker, il avait créé une page pour aller scraper juste Doctolib. Et le scrap mettait entre 4 et 8 heures, je crois, un truc comme ça, pour aller scraper tous les créneaux de Docto.
Et du coup, il a fait une annonce comme ça sur Twitter. Hey, si vous êtes développeur et que vous voulez venir améliorer ces trucs-là, bah, venez nous rejoindre. À l'époque, c'était sur un Telegram. Et du coup, voilà, j'ai rejoint le Telegram à ce moment-là. Et après, on a switché sur une messagerie un peu plus simple qu'un Telegram où ça devenait un peu compliqué d'avoir une centaine de personnes, d'organiser le boulot autour d'une centaine de bénévoles. Ouais, donc vous êtes une centaine de bénévoles sur le projet, que ce soit le scraping côté backend, le front-end, les apps mobiles, etc. Une centaine, c'est le gros chiffre pour la pub, quoi. Mais en vrai, de vraiment actifs, je pense qu'on a été une dizaine de vraiment actifs, quoi. Ça paraît plus. Et c'est toujours du scrapping ou il y a quand même Doctolib a fourni une API quand même? Ils ont fourni une API quand même. Okay. Ça a mis un peu de temps, mais oui, il y a une API. Ouais, ils étaient peut-être un peu occupés. Oui. Ouais, non, j'imagine même pas le backlog. T'as Macron qui dit un truc et le lendemain t'es là, au secours, il faut. C'est ça. Enfin, je dis le lendemain, mais le soir même en fait. Ouais. Mais quand c'est le président, le product owner, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. À une heure près derrière, c'était saturé. Donc, Ouais. Aux 20h. Les passages aux 20h étaient rigolos. Mais le truc, c'est qu'on avait une architecture assez. On n'est jamais tombé, en fait, même lors des passages aux 20h, parce qu'en fait, on n'a pas de serveur. Nos pages, en fait, elles sont hébergées par GitLab. Elles sont, en fait, c'est du statique, quoi. Donc, en fait, on scrape les choses et on génère des JSON statiques toutes les 5 minutes. Et du coup, c'est GitLab qui se prend et les CDN qui se prennent la charge, quoi. Donc le front, ça n'a jamais eu trop de soucis. Le scrapping, c'est codé en quoi? C'est du Python. Ah ouais. C'est du Python. Ouais, c'est vrai que c'est souvent un langage qui est utilisé pour ça. Ouais. Cool. Ok. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on passe au premier lien. C'est un lien de Rémi. Et Rémi, tu vas nous parler d'Elastic et d'Amazon, deux sociétés qui dansent dans la valse des trademarks et des lawsuits, des procès. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Et du coup, comme vous savez, il y a un petit conflit de licence genre Elastic qui a fait un petit changement de licence de façon à ce que AWS arrête de faire trop d'argent sur leur dos. Et là, du côté Elastic, donc ils ont publié un blog post qui annonce qu'ils ont trouvé une solution, un partenariat. C'est pas exactement précisé comment ça va se passer, mais en gros, voilà. Côté Elastic, ils ont trouvé une solution, tout va bien se passer. Côté AWS, j'ai pas vu de grands changements, c'est-à-dire qu'ils proposent toujours Elastic jusqu'en version 7 et quelques, et au-delà, c'est de leur fork à eux, si je me trompe pas, OpenSearch. Donc j'ai pas vu de changement côté AWS, mais côté Elastic, voilà, ils disent que tout est réglé, et effectivement, quand on va sur le cloud d'Elastic, on peut choisir parmi GCP, AWS et Azure. Voilà. Et pour rebondir aussi là-dessus, il n'y a pas qu'AWS, puisque j'ai vu qu'OVH aussi vendait de l'OpenSearch et pas de l'Elastic. Je trouve ça curieux. Voilà. C'est récent comme annonce? J'ai pas trop suivi. Laquelle? Celle d'OVH où tu dis qu'ils font du OpenSearch. Je sais pas si c'est récent. En fait, j'ai vu un tweet qui parlait du coup des network groups, donc ça m'intéressait. Et puis j'ai été voir. Et du coup, tu pouvais booter un add-on OpenSearch. Mais du coup, je sais pas si. Enfin voilà. Peut-être qu'ils seront impactés dans le. Enfin, pas impactés, mais grâce à cet agreement, peut-être qu'il sera plus large que juste AWS. Okay. Alors, ils ont peut-être ajouté OpenSearch. Par contre, je mets ma casquette ancien OVH. Il y a un produit Elasticsearch, caché à travers la Logs Data Platform. En fait, quand on prend un produit Logs Data Platform, derrière, on a accès à un Elasticsearch. Ok, d'accord. C'est pas très très explicite, mais en fait, OVH vend de l'Elasticsearch. D'accord, donc ok. Aussi. Oui, non, mais c'est pas. C'est plus le côté GAFAM versus. Ouais. Voilà.
Ok, donc toujours dans un peu les annonces, les nouveautés du moment, on a le MDN qui est donc historiquement le Mozilla Developer Network, qui est un peu juste the place to be quand vous voulez de la doc sur la plateforme du web, HTML, CSS, JavaScript, images, fontes, HTTP, tout ça, c'est quand même une ressource de doc qui est juste géniale. Donc ils ont fait un blog post pour annoncer le nouveau design du site web. Donc si je lis bien, ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu de refonte un peu visuelle. Ils disent qu'ils insistent beaucoup plus sur l'aspect communautaire et inviter de plus en plus de contributeurs. Moi, je trouve pas, en ayant navigué vite fait, que ce soit flagrant, peut-être à part sur la page d'accueil. Par contre, visuellement, il y a pas photo. C'est impressionnant. On est sur le layout 3 colonnes du moment de tous les sites de doc, avec le menu général à gauche, le contenu au milieu et le menu de la page en tant que tel, enfin, l'arborescence de la page courante à droite. La recherche est ultra performante. Les nouveaux tableaux de récap de support, est-ce que la fonctionnalité que vous êtes en train de lire sur cette page est supportée dans Chrome, Safari, Firefox, etc. Est super bien faite. C'est assez condensé et on peut déplier les blocs pour en savoir plus. Il y a un mode sombre aussi. Et non, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes un peu allé voir, mais je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Ils expliquent aussi dans l'article qu'ils ont fait tout un sondage pour choisir le logo, pour choisir d'autres trucs. Et sur la fin de l'article, ils parlent de MDN+. Alors ça a l'air d'être une histoire de contenu supplémentaire avec des souscriptions. J'avoue que j'ai pas creusé beaucoup et j'ai du mal à comprendre le move. Je sais pas si vous avez regardé ça un peu plus en détail que moi. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça pour MDN+. Par contre, je voulais réagir au côté plus open, plus open source et du coup plus, enfin pas open source, mais faire appel à des contributeurs pour les pages de documentation. En fait, en bas de chaque page, je sais pas comment c'était avant, mais là c'est vraiment mis en avant en tout cas, si c'était pas le cas avant. Tu as edit on GitHub, contribute on GitHub, etc. Pareil pour les tableaux des compatibilités navigateurs, tu as report bug, an issue on GitHub si toi tu rencontres un problème de compatibilité qui n'est pas bien documenté. Et du coup je trouve ça vachement inclusif dans le projet MDN en fait, et je trouve ça super chouette. De pouvoir faire partie comme... on avait déjà évoqué dans un épisode de Massy le passage... alors je sais plus, c'était une sorte de CMS, enfin une sorte de wiki plutôt. Au passage, je fais du GitHub et du contenu qui ensuite est buildé. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça que énormément de sites de documentation fonctionnent aujourd'hui. Et je trouve que ce move était cool. Et là, avec la nouvelle UI, c'est vraiment... rien que l'organisation des références et des guides, les menus, c'est plutôt moderne en plus comme design, ce qui est toujours un peu subjectif, mais c'est mon avis en tout cas. Et je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, dès que vous avez un questionnement sur le web, allez voir le MDN, tapez MDN espace votre recherche dans votre moteur préféré. C'est juste... c'est la base et c'est trop bien, quoi. N'allez pas sur d'autres sites. Je ne les citerai pas. Non, vous avez des commentaires un peu, vous êtes allé voir Moi je viens d'aller voir, j'avais même pas fait attention, alors que je pense que j'ai été sur MDN cette semaine. Et je pense que c'était pas en place, c'est un truc récent, non? Je crois que c'est tombé hier parce que j'ai partagé un lien à Rémi sur Corse, parce que Corse, c'est galère. On galère tous avec Corse. Et je sais plus, je t'ai partagé un lien et t'as fait, ils ont changé un truc. Et je crois que c'est arrivé hier, à peu près. J'ai vu ça dans l'après-midi et ça doit être tout frais. Et en plus, ça m'a sauté aux yeux. Et en plus, vraiment, quand tu m'as envoyé le lien, je me suis dit, mais c'est pas possible, je me suis trompé de site. Et du coup, j'ai fait une autre recherche dans un autre tab et je suis retombé dessus. Et en fait, moi, je pense qu'il a pris ils ont dû brancher sur les préférences de navigateur, puisque je suis arrivé sur le tab sombre direct.
J'ai pas vérifié, mais s'ils font bien les choses, tu laisses le mode s'adapter au navigateur et à l'OS, et potentiellement tu laisses une surcharge avec une case à cocher pour l'utilisateur. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont le même problème que tout le monde, à savoir dès qu'il y a des schémas, ils sont en général dessinés sur des images avec des fonds blancs. Et on a le même problème sur notre doc. Hein. J'ai fait des schémas récemment, je l'affiche en fond sombre et je fais ah bah ouais. Et il n'y a pas de magie. Hein. Si tu voulais vraiment faire bien les choses, il faudrait faire 2 images. Tu es SVG ? Ouais. SVG, ouais. Ouais, mais ça c'est compliqué. Ouais, voilà. C'est compliqué. Oui, alors mon schéma est un composant SVG avec qui supporte un mode sombre, c'est hyper chaud. Et puis t'as même la gestion des couleurs, parce que du coup, sur fond blanc, t'as tendance à tracer en noir, et quand tu passes en mode sombre, même si t'avais un background qui était transparent. Exactement. Après, tu peux tenter le mode sombre du pauvre, hein. Tu fais CSS filter revert, je sais plus quoi. C'est ouais, bref. Okay, moi, ce que j'aime bien et ce que je note, c'est le fil d'Ariane. Oui. Parce que je me rappelle pas avoir... enfin, je sais pas s'il y avait un truc comme ça avant, mais en tout cas, ça m'avait pas du tout marqué. Et j'avoue que en fait, MDN, à chaque fois que j'y allais, c'était via mon moteur de recherche, et très très peu par la recherche MDN. Et du coup, le fil d'Ariane, je trouve que ça te permet d'un peu plus donner une vue de où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on peut naviguer, quoi. Et je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Et sur l'arborescence qu'on voit à gauche pour parcourir, en gros, quand tu es déjà dans une partie, là par exemple, je suis dans la partie Web API Document, tu as les propriétés qui sont affichées, et donc dans une liste, et qui te permet d'accéder aux détails de chacune de ces propriétés. Et en fait, elles sont préfixées par des emojis quand ça a un intérêt. Et tu as par exemple les dépréciés, mais tu as aussi les trucs qui sont pas standards. Enfin, c'est vachement... Avec des petits Erlenmeyer, là, ou je sais pas. Exactement. Non, là, c'est un pouce vers le bas quand c'est pas standard. Oui, ouais. Les Erlenmeyer, c'est quand c'est expérimental, je crois. Et une petite poubelle quand c'est déprécié. Ouais. Et c'est ça. Et tu as un dernier truc aussi. Non, c'est tout. Bref, je trouve ça... C'est rien, mais c'est marrant. Enfin, c'est ouais. En tout cas, Fred, tu disais, je te conseille d'essayer la recherche interne. Moi, c'est vrai que je le lance tout le temps via mon moteur de recherche, mais ils ont une autocomplétion et une contextualisation des résultats de recherche dans l'autocomplétion qui est vraiment bien. Et la page d'accueil, c'est vrai, a un petit côté, je vais pas dire médium, mais ils mettent en avant des articles, featured articles, comme un magazine web, et les contributions récentes aussi. Donc il y a vraiment une... Et un peu comme vous, j'ai tendance à oublier comment c'était avant. Ah mais ça c'est vachement bien, mais il y avait déjà ça avant et tout. Ma mémoire oublie vite. Mais je pense à quelque chose, du coup on parlait d'OpenSearch tout à l'heure et d'Elastic, mais l'OpenSearch c'était pas le standard de la recherche dans les... En fait, on en avait parlé dans un épisode de Massy. OpenSearch, c'est une marque qui appartient à Amazon. Oui. Et qu'ils avaient depuis des années. Et qui dénommait le standard qui permet de... C'est via des petits bouts d'XML ou autre. Pour un site de proposer au navigateur de s'ajouter en tant que moteur de recherche. C'est ça. Et donc, t'as plein de sites qui font ça, et notamment peut-être que MDN le supporte. Après, le support dans les browsers a un peu évolué, c'est moins mis en avant, mais ça permet de découvrir des moteurs de recherche et qui s'auto-ajoutent ou qui s'ajoutent facilement dans ton navigateur. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont réutilisé la marque qu'ils avaient pour toute autre chose. Mais si j'ai bien... Oui, je me souviens, je crois que c'était ensemble qu'on en avait parlé dans un Massy, mais du coup, c'est Jeff Bezos qui a écrit... Il me semble, le premier OpenSearch. C'est lui qui l'avait écrit. Ah bah tu vois. Ou peut-être pas lui, tendance à oublier que cette personne a codé un jour dans sa vie. Je dis peut-être des bêtises, mais enfin ça vient d'Amazon, mais c'était avant Amazon, ou il me semble. Ouais. Du coup, enfin bref, c'était juste pour souligner qu'il y a l'OpenSearch sur le MDN, mais c'est pas Elasticsearch. Enfin peut-être que c'est Elasticsearch, mais enfin bref, voilà. C'est confusant, je trouve. Ouais. Du coup, je rajoute le lien dans les show notes vers la page Wikipédia de OpenSearch, bien au sens le côté recherche dans les navigateurs, etc. D'ailleurs, c'est plutôt bien expliqué. Cool.
on enchaîne avec un lien toujours autour de Mozilla, un lien d'Alexandre. Mozilla s'attaque au Web 3, Canard, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ben en fait, j'ai vu hier sur Hacker News, juste une petite news comme ça, donc sur hubs.mozilla.com. En 2 secondes, tu peux te connecter, rejoindre un environnement 3D virtuel. J'aime beaucoup ce mot. Et du coup, tu peux créer des conférences en mode complètement virtuel ou même juste une soirée apéro avec tes potes à distance, quoi. Voilà, peut-être que ça donnera des choses, mais je trouve que Mozilla, c'est marrant que Mozilla se lance dans le game, on va dire, du Web 3, du métavers et machin. Ouais. Et je trouve, après, c'est bien, enfin, connaissant, on va dire, les principes et les valeurs de Mozilla, pourquoi pas. Ouais. Pas proposer une alternative par rapport aux autres. Bah, moi, j'avoue que de mon côté, tous ces trucs-là, ça me dépasse. Je suis là, mais on a vraiment besoin de ça. Et puis, moi, ça me rappelle Second Life où je suis en mode non, mais c'était pas bien. Pourquoi on fait ça? Ouais, mais après, il y a d'autres dimensions. Là, je suis pas sûr que Mozilla entre dans le game où tu peux acheter des trucs et tout, machin. Tu vois, je pense que c'est juste pour mettre. J'en sais rien, mais c'est juste pour mettre des gens en relation entre eux. Mais c'est vrai que le côté ça existe, on propose notre approche à nous est intéressant. C'est un peu le côté Frama des trucs. Framaverse. Ouais. Donc ça existera peut-être un jour. Peut-être. Qui devrait déposer le nom. Framaverse. Je pense qu'il y a un truc. Vous, Fred, Rémi, la VR, le métaverse, tous ces trucs-là, ça vous parle, ça vous dépasse Ouais, ça me passe à peu près 3 km au-dessus de la tête. Ouais. Moi je aussi. pense que c'est un peu le buzzword du moment, mais bon, c'est... ouais, je sais pas trop. J'ai un peu du mal à me projeter sur un truc comme ça. Un petit peu pareil, pour moi ça fait partie des... C'est des bons outils, mais c'est pas encore la bonne application ou le bon usage. Donc ça se trouve, voilà, c'est un outil vachement intéressant, mais le vrai usage intéressant arrivera plus tard. Ouais, où on n'a pas l'usage tout simplement, en fait. C'est même pas qu'il n'est pas intéressant. Après, peut-être si en période de confinement, etc., où tu peux imaginer une école, une salle de classe. Ouais. Je sais pas. Enfin voilà, mais c'est peut-être aussi un problème de, je sais pas, peut-être de génération, j'allais dire. Moi non plus, ça me dit rien, mais peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, enfin les plus jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, je sais pas. On donne rendez-vous aux gens dans 10 ans. Et ils pourront venir critiquer ce que les vieux papis avaient rien compris. Bah, peut-être, ou peut-être que ça va rien faire et voilà. Hein, c'est possible aussi. J'allais dire, dites-nous dans les commentaires si on est des vieux, qu'on n'a rien compris au métavers et à quel point c'est génial et que c'est utile. Du coup, vu qu'on aime bien Mozilla, on leur souhaite que ça fasse des trucs bien. Je sais pas trop. Comme c'est un sujet qui me dépasse, j'ai du mal à être hyper enthousiaste. Mais bon, on va essayer de rester optimiste et voir ce qui va arriver. Ok, on enchaîne avec un lien de Fred. Fred qui va nous parler du sondage survey le plus aimé, mal aimé, controversé et discuté dans le monde du front-end, à savoir le State of JS JavaScript. Ouais, donc du coup le State of JS, juste pour rappeler, c'est un sondage en gros qui pose pas mal de questions sur tout l'écosystème. Il s'appelle JS, mais en fait c'est plus front-end. Il y a un peu de Node, dans le tas, mais c'est quand même très très orienté front-end. Et du coup ça donne c'est un truc qui existe. Je me rappelle depuis quand. Je pense que ça doit être 2017 ou un truc comme ça, non? Ouais. Je dirais que c'est 2016 peut-être. Ouais, je pense que c'est 2016. Et du coup, les choses qui sont assez intéressantes aussi, c'est l'aspect chronologique, parce que du coup, les résultats donnent aussi la tendance de comment ça a évolué au cours des 6 dernières années. Donc voilà, il y a beaucoup d'infos là-dedans. Il y a un petit grain de sel quand même il faut les regarder en prenant en compte le fait que comme
comme on en parlait un petit peu avant de lancer le stream, les réponses à ces sondages sont quand même très pas forcément diversifiées. Enfin, c'est vraiment très ce que tu disais, Hubert, homme blanc, homme de 25-35 ans, blanc, anglophone, bien sous tout rapport, etc. Ouais. Mais bon, ça donne quand même je trouve que ça donne quand même au moins un angle de vue sur l'écosystème. Et ce qui en ressort, enfin moi en tout cas, ce que j'ai noté et qui en plus colle tout à fait avec ce que j'ai vécu, c'est que on a vraiment Vite.js qui est l'outil de build. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme un outil de build, mais je dirais de developer experience qui sort quand même beaucoup du lot. C'est un Vite.js, pour aller rapidement, c'est un serveur HTTP, c'est un serveur qui est capable de servir des modules ESM. Voilà. En gros, je pense que c'est juste ça. Et ce que vient apporter Vite, c'est que ils font en sorte faire une sorte de proxy sur une URL qui peut être par exemple un fichier TypeScript ou un fichier SAS ou whatever. Et en fait, le serveur va lui automatiquement aller compiler, mettre en cache votre fichier potentiellement, TypeScript, SAS, qui est pas votre fichier que votre browser va interpréter. Et du coup, c'est très simple d'utilisation. Vous avez juste à référencer des URL que le serveur Vite sait gérer, et après derrière Vite fait tout seul. Donc ça change un petit peu de toute l'artillerie Webpack, etc., où il faut quand même configurer 2-3 trucs si vous avez besoin de faire si vous avez besoin de faire de la compilation TypeScript, compiler des tests en TypeScript, etc. Là, en fait, avec Vite, moi en tout cas, ce que j'ai adoré, c'est pour info, Vite, on l'utilise moi je l'ai pas mal utilisé sur Vitmados. Ouais. Ouais, du coup, c'était rigolo le nom. C'était pas du tout fait exprès. Ouais. Mais bon, c'était rigolo de dire on utilise Vite sur Vitmados. Et en fait, j'ai jamais rencontré de trucs que j'ai pas réussi à faire sans avoir limite à utiliser la configuration de base de Vite, quoi. Tout a toujours fonctionné de base, et on fait des trucs un peu évolués. On fait du code splitting par exemple, des choses comme ça, pour être capable de charger des portions de JS juste quand on en a besoin. Et ça marche tout seul, c'est trop bien, quoi. J'adhère complètement à, en tout cas, le résultat, une des conclusions de ce State of JS, qui est de dire que Vite a une grosse traction en termes de nouvel entrant. Ouais. Et voilà. Et du coup, dans les autres conclusions, donc ça c'est pour troller Hubert, mais il note la progression de TypeScript, de l'usage de TypeScript dans les répondants, en disant que au début de State of JS, c'était 21%, et aujourd'hui on a 69% des gens alors c'est pas très clair. J'ai pas réussi à retrouver comment la question était posée. Je sais pas si c'est vous utilisez TypeScript, vous avez au moins utilisé TypeScript une fois dans votre vie. Mais bon, en tout cas, la progression, la question devait être la même en 2016, et en tout cas, ça a bien progressé, quoi. De 21 à 69%, c'est pas mal, quoi. Carrément. T'allais dire un truc, Alexandre ? Ouais, juste un truc, mais ça a peut-être changé, mais avec Vite, il y avait pas faut que ce soit c'est pas du CommonJS, où il y avait pas un bail comme ça. Normalement, il gère les deux. Donc, quand tu importes des modules qui sont en ESM ou en CommonJS, il arrive à se débrouiller normalement. D'accord, ok. Après, ça piquait peut-être un peu les premiers mois, parce qu'en fait, c'est très récent comme projet. Oui. Mais là, aux dernières nouvelles, depuis la V2, ça doit être à peu près sec sur ces sujets-là.
Ok. Après, il a des mécanismes un peu intelligents pour mettre en cache ce qu'il a transpilé ou il... Ouais. Tout à fait, il met des trucs dans le node module, t'as un répertoire .vite dans lequel il met en cache les gros trucs qu'il a pas besoin de recompiler si ça n'a pas bougé, quoi. Mais sinon, plus globalement, enfin, c'est juste, c'est le feu, quoi. Enfin, ça va tellement vite, quoi. Ah, Juste c'est démarrer, instantané. ça va Tu l'as? Mais oui, non, mais... Ça va Ouais, très, en fait, très vite, sous le ouais. capot, Vite va utiliser ESBuild et, en dev et Rollup en prod, qui sont deux bundlers un peu plus bas niveau. Et en fait, Vite va proposer une expérience à la fois de bundling et de dev server par-dessus tout ça, quoi. Et du coup, si je reviens au State of JS, en fait, il y a des choses que je trouve... Alors, bon, il faut absolument, à chaque fois qu'on partage ces trucs, c'est mon avis, repréciser les biais d'un tel exercice, parce qu'avant qu'il sorte, il y a un appel à aller voter, machin. Chaque communauté dit allez voter et dites que c'est vachement bien. C'est la même chose que quand j'ai acheté une bagnole et que le gars me dit non, mais faut mettre 9 sur 10 au questionnaire au moins, sinon on se prend des blâmes. Et t'es là, quoi? Donc ça va de 1 à 10. Et en dessous de 9, Mais il faut mettre 10. Faites juste un true false et moi je mettrai true. Donc c'est toujours un peu biaisé. C'est un sondage qui attire une certaine population d'utilisateurs de JavaScript. On est plus sur les gens qui utilisent des frameworks de single page app, on est plus sur des gens qui font du React historiquement, et donc aussi des gens qui aiment TypeScript. Et en même temps, on peut pas nier que TypeScript a une progression de dingue, hein. Donc c'est un thermomètre qui je pense que c'est intéressant de comprendre comment il est utilisé. Par contre, d'année en année, il apporte aussi des indicateurs intéressants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour chaque techno, il y a toujours un peu le j'ai utilisé, j'ai jamais utilisé, j'en ai entendu parler, j'en ai pas entendu parler. Et si tu l'as utilisé, j'ai envie de m'en resservir ou non, j'ai pas envie de m'en resservir. Et je crois que c'est la première année qu'ils font une visualisation avec un cadran, enfin un rectangle à deux axes. Un axe, je le réutiliserai, et un axe, disons qu'il y a un axe de satisfaction et un axe de je l'ai utilisé ou je l'ai pas utilisé. Et du coup, ça fait des sortes d'étoiles filantes. Et si l'étoile filante monte, ça veut dire qu'elle n'était pas utilisée avant et que c'est utilisé maintenant. Donc c'est le pourcentage d'usage. Donc déjà, dès qu'il y a entre guillemets une étoile filante qui descend, c'est que c'est de moins en moins utilisé. Et quand l'étoile filante va vers la gauche, ça veut dire que les gens ont pas envie de le réutiliser. Et si elle va vers la droite, qu'ils ont envie de le réutiliser. Alors, encore une fois, c'est pas très radiophonique, vous irez voir le chart. Mais du coup, il y a des technos, tu les vois partir à gauche de folie, genre Webpack ou autre, en mode ah non, mais ça, j'ai plus envie de l'utiliser. T'as des technos qui partent en flèche vers le haut, comme Vite ou autre, parce que d'un coup, avant, il y avait personne, et maintenant, il y a je sais pas combien de pourcents de gens qui l'utilisent. Et je trouve que c'est un visuel qui est assez percutant sur l'état des modes et des tendances d'usage et de satisfaction de pas mal d'outils JavaScript. Et de les voir tous sur le même cadran comme ça, le radar, c'est assez intéressant. Ouais, moi, c'est surtout celui-là que j'ai retenu cette année, parce que je me souviens pas l'avoir vu les années d'avant. En tout cas, j'ai beau critiquer parfois les biais, etc. Le travail qui est fait sur la collection des données et le fait de l'afficher de la meilleure manière possible est impressionnant. Ils ont des visuels qui sont vraiment bien, ils expliquent, il y a des personnes assez réputées qui prennent la main sur chaque partie pour écrire un peu et mettre en contexte les résultats. Enfin, c'est un travail de titan, quoi. Voilà. Non, vous avez autre chose à rajouter sur ce sujet? Non, sur le cadran, il y a juste une remarque, il faut faire juste un petit peu attention, parce que ça ne prend en compte que les résultats jusqu'à 2020. Oui. Donc les résultats de l'année ne figurent pas sur le cadran. Ouais. Et bon, voilà, faut juste en être conscient, quoi. C'est une photo d'il y a 2 ans, quoi. Il y a 1 an et demi.
On enchaîne avec un tout autre sujet. On a parlé un peu de Mozilla, de front-end. On va passer à un truc plutôt back-end avec Rémi, qui va nous parler de PG, de PostgreSQL et de compression. Tu peux nous en dire plus, Rémi? Oui, alors c'est simplement une petite news qui est arrivée. C'est l'un des gros points quand on spawn un PG, ça va être son disque. C'est là où la donnée va être stockée. Autant sur le CPU, on peut facilement scale up sur la RAM aussi. Autant sur le disque, c'est un peu le point de contention. Et donc, il y a des petits travaux qui sont déjà présents. Il y avait déjà de la compression LZ4. Et donc là, apparemment, la communauté commence à travailler sur la compression LZ4. ZSLZ, pardon. Voilà. Pour fournir une alternative. Alors c'est la compression. Moi j'ai pas bien compris. C'est une fois que c'est stocké, c'est compressé ou c'est pendant le transfert, t'as dit? C'est au lieu de stocker ta donnée brute sur ton disque, tu vas la compresser avant. D'accord. Mais du coup c'est assez rapide à la volée parce que dans mes souvenirs ZSTD, n'importe quoi. C'est pas utilisé par exemple dans un navigateur quand tu compresses, t'as du gzip ou du brozip. Et dans mes souvenirs, les temps de compression sont un peu longs ou il n'y a pas un truc comme ça? Je dis peut-être des bêtises. Après c'est alors là ça va être un peu trop bas niveau pour moi, mais en gros c'est le tout est de savoir est-ce que tu peut te permettre de perdre du temps CPU ou tu peux te permettre de perdre du temps en I/O. Ouais. Et en général, ton temps CPU, c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile de prendre un CPU un peu plus gros, un peu plus vénère, que de prendre des disques qui perfent un peu plus. Ouais. Donc tu préfères perdre du temps à compresser davantage pour perdre moins de temps à écrire sur disque. Ouais, je vois. C'est intéressant, j'avais pas vu comme ça. Enfin, moi je le comprends comme ça, je me trompe peut-être. Et tes écritures disques ralentissent aussi ton CPU de toute façon. Ouais. Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Ouais, alors c'était déjà une bonne nouvelle puisqu'il y avait déjà de la compression existante. Ouais. Et là, visiblement, ils sont en train de donner un peu plus de choix, de diversifier un peu leur algo de compression. Ok. Et tu penses qu'on sait un peu quand est-ce que ça pourra arriver dans PG15, PG16? Ouais, alors ils disent que dans la version actuelle, a priori il y aurait le flag, mais il est pas, il sert à rien. Okay. Il se passe rien derrière. Et a priori, ouais, dans la version 15, il y aura le support. D'accord. Ah oui, donc ouais, bientôt, a priori. Ouais. Notez cette précision de date que je vous fournis gratuitement. Bientôt. Ok. Vous avez d'autres choses à ajouter sur la compression ZSTD de PG? Bah oui, c'est juste pour ressouligner, effectivement, l'intérêt c'est vraiment de choisir selon ton cas d'usage en fait. Est-ce que tu vas avoir besoin de rapidité pour exécuter des grosses queries ou est-ce que tu vas avoir besoin plutôt d'avoir des queries assez simples mais qui ramènent beaucoup de data ou qui ingèrent beaucoup de data quoi. Ouais. C'est vraiment c'est du tuning en fait. Ouais, on vous ramène à l'épisode de la semaine d'avant, je crois, où on évoquait ou la semaine encore d'avant, mais une personne qui a creusé tout un problème de perf sur PG et qui sortait des flames graves dans tous les sens et essayait de comprendre ce qui se passait. C'était assez intéressant. Query planner. Ouais. Et tuner une DB, c'est un vrai métier. Ce n'est pas mon métier. Ok, on va continuer un peu dans le monde des plutôt back-end avant de repartir sur le front-end avec un lien de Fred sur Java 18. Donc Java 18 qui sort en RC ou en GA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc Java 18 et le stade Final RC a été prononcé, je crois que c'était la semaine dernière, le 24 février, je crois. Et pour une GA prévue le 22 mars. Donc là, on est en gros dans la phase finale de testing de cette version. Donc toutes les nouvelles features sont bien gelées déjà depuis 2 mois, je pense.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a dans Java 18? Donc il n'est pas une version LTS, hein, donc c'est une version intermédiaire. Java, on a une nouvelle version de Java qui sort tous les 6 mois. Et donc du coup, on a notamment donc les choses que moi j'ai notées, c'est que le charset par défaut allait être changé. Enfin, plus exactement, aujourd'hui, il dépend de la plateforme sur laquelle vous exécutez votre code Java, donc le run once, le compile once, run everywhere est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que quand en gros vous faites vous avez un reader ou un writer, enfin un input stream, un output stream, etc., et que vous ne passez pas le charset de ce truc-là, et bien Java utilise le charset par défaut. Et ce charset par défaut, il peut varier d'une plateforme à l'autre. Et là, du coup, en Java 18, l'idée, c'est de dire, c'est de l'UTF-8 partout. Donc ça peut casser, ça va clairement casser des trucs. Hein. Je pense que c'est un breaking change. Enfin, il faut vraiment voir ça comme un breaking change. Enfin, un breaking change, si en gros, vous changez pas l'endroit où... Enfin, si ça va être un breaking change. Je suis sûr que c'est sûr que ça va casser. Même si j'allais dire que ça dépend de l'endroit où vous exécutez votre application Java, qui est en général un serveur et en général sous Linux, mais pas tout le temps, ça peut être du Windows déjà. Et déjà de ce que je regardais sur la JEP, alors je l'ai lu juste en diagonale la JEP sur ça, mais j'ai l'impression que même sur 2 Windows différents, ça va dépendre de la locale du Windows, le charset qui va être utilisé. Donc bon, il peut y avoir des blagues à mon avis, il peut y avoir 2-3 blagues. Donc faites attention à la migration quand vous migrez. Dans les autres nouveautés, il y a le fait d'avoir un petit serveur HTTP. Donc, je sais pas si, enfin moi je sais que très souvent j'utilise le serveur Python. Enfin, je suis sur un Mac et j'utilise le Simple Web Server de Python, qui est assez pratique, qui permet en une ligne de commande de se lancer un petit serveur HTTP qui sert mes ressources statiques dans un répertoire sur mon file system. Et ben là, ce sera la même chose, mais en Java. Alors je rebondis là-dessus sur les précédents épisodes. On a Arnaud qui parlait du serveur HTTP qui est inclus avec PHP. Alors bon, lui il l'a découvert récemment et ça existe depuis des années, mais c'est marrant de voir que chaque plateforme finit par le fournir parce que ça dépanne toujours un peu. Toi tu parles Python, moi j'en dégaine toujours un qui est fait en Node. On a chacun j'imagine qu'il y en a un en Go ou je ne sais quoi, et je trouve ça assez marrant. Et du coup là la commande c'est JWeb Server. Un peu long comme commande, mais donc voilà. Et dans les autres features notables que j'ai notées, c'est que la doc, donc la Java doc, allait pouvoir intégrer des codes snippets qui allaient pouvoir être référencés, ces codes snippets, et notamment pouvoir être exécutés, notamment dans des tests unitaires. Ah ouais. Donc ça permet de rendre la documentation testable. Alors j'ai pas du tout eu l'occasion de tester ce truc-là, mais je trouve ça assez intéressant. Enfin, sur le principe, je trouve le principe en tout cas assez intéressant de pouvoir rendre ces métadonnées du code, pouvoir les rendre récupérables pour différents usages. Voilà, il y a un usage qui est de les lancer dans les tests, mais j'imagine qu'on peut avoir plein d'idées sur ça. Ouais. Je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Et je vous encourage il y a un blog post, il y a quelqu'un de Zenica, Loïc Mathieu, qui tient un blog et qui à chaque nouvelle version de Java fait des blog posts très détaillés en français sur quelles sont les nouvelles fonctionnalités. Je vous encourage à aller regarder son blog post, enfin ses blog posts en général. C'est c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'utilise comme doc pour me tenir à jour, et tu fais un super boulot. Mais Loïc, si tu nous écoutes, te passe le bonjour. En tout cas, vu qu'il est lillois, moi je lui passe des bonjours insistants. Mais d'ailleurs, on est sur un épisode avec un lillois, un bordelais, un lyonnais et un
normand. Ouais. Voilà, c'était une remarque sans intérêt. Bien. Et du coup, vous faites du Java, vous, encore toi, Alex, tu fais plus du Scala en ce moment, mais tu es sur la JVM. Ça Non, en ce moment, t'impacte, ce genre de nouveauté sur Java 18 ? Sur les locales, oui, je Ouais. pense. Enfin, sur les TF8. Mais encore que je suis pas sûr. Enfin, faudrait que je relise l'encodage, comment ça marche et tout. Parce que il me semblait quand même que TF8, c'était justement le truc qui te permettait de les Y a gouverner plus de tous, problème. entre guillemets. Ouais. Et du coup, là, je lis quand même qu'il y a un truc pour gérer Enfin, tu peux forcer. Oui, on a un Quand tiré tu D customises- file.encoding qui normalement est censé être une. Enfin, justement, si tu voulais éviter ce problème de. C'est la roulette russe. Je sais pas trop si c'est le bon terme. Voilà. Voilà, ça y Ça y est, est. on a mis les pieds dans Ça le y est, plat une c'est bon. première fois. Euh, Enchaîne, c'est pas grave. mais en effet, oui, un tiré D file encoding égale UTF-8, c'est très. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai eu fait et je le fais encore aujourd'hui pour être sûr de ne pas avoir de surprise, quoi. Après, je me souviens quand tu fais du, je sais pas, par exemple en base 64 ou des trucs comme ça, quand tu fais du décoding, de l'encoding et tout, tu peux préciser à la locale et tout. Après, Ouais, tout à fait. c'est à tes risques et périls, entre guillemets, de pas la préciser. Ouais. C'est toujours un peu le hasard, ouais. Mais oui. Toi, Et Rémi, non, en ce moment, je fais beaucoup de Java, du coup, parce que c'est biscuit Java time. tu nous en parleras un peu après de biscuits. Exactement. Toi, Rémi, tu fais du Java ou pas en ce moment ? Non. Et alors moi j'ai beaucoup fait de Go les 5 dernières années. Je me défends un peu en JS et du coup le Java j'en ai pas refait depuis l'école. Ouais. Et du coup Alexandre m'y ici très gentiment au Scala. Autant dire à quel point je pleure. Non, ça a l'air d'être un beau langage. ça me rappelle un peu comme quand moi j'apprenais aux gens le Warp Script, où je leur disais la première marche va être très très compliquée, après t'inquiète pas ça va le faire. Bah, du coup j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. La première étape quand il faut comprendre les implicites et tout ça en ce cas-là, ça fait un peu mal. J'espère que ça va mieux se passer après. Surtout qu'il faut arrêter de les apprendre parce qu'ils disparaissent en Scala 3, il me semble. Donc, Non. T'étais pas au courant du coup ? Mince. il me semble, après je suis loin d'être un spécialiste de Scala. Non. Au contraire, et je pense que le compilateur va enfin t'aider à les trouver. Mais enfin, je sais pas, il manque encore beaucoup trop de dépendance à passer en Scala 3 pour qu'on ait aujourd'hui des projets viables complètement en Scala 3. Et anyway, moi je pense que WarpScript est beaucoup plus dur pour avoir appris les deux. En fait, c'est pas plus dur, c'est juste que WarpScript, t'as besoin d'être tellement plongé dedans, et même quand t'arrêtes d'en faire pendant 2 mois pour retourner dedans, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude des langages à stack, je trouve. Ouais. Mais bref, c'est personnel. Moi, je suis peut-être pas formaté comme il faut. Tu veux dire les langages à stack, l'habitude on n'a pas. Ouais. C'est plutôt... Ouais. Dédicace à ceux qui connaissent WarpScript. Du coup, on va repartir dans le monde du front-end avec un lien de Fred sur... Ah mince, attendez, rembobiner, on a une super transition. Donc on parlait de Java 18, mais qu'en est-il de React 18 ? Est-ce que tu peux nous en parler, Fred ? Transition de l'espace. C'est clair. Ouais, donc du coup, je t'ai souvent entendu pester sur React, sur ce podcast en disant React et les web components n'est pas standard. Et en fait, ils t'ont entendu, les gens de React. Ouais, il y a des gens qui râlent beaucoup plus fort que moi depuis des années. C'est surtout, je pense. Ouais, je suis pas en train de, je suis pas spécialement un grand défenseur de React, hein, mais oui, en fait, il y a eu enfin, Dan Abramov a posté sur Twitter un message, je crois que c'était il y a une semaine, un truc comme ça. Oh non, c'était il y a un mois, 19 janvier. En fait, il y a une issue qui existe depuis longtemps, je crois que c'est 2017 sur ce sujet-là. En fait, le problème, c'est que les composants React, en fait, il y a des problèmes sur tout ce qui est gestion des événements sortants et des
des informations entrantes via les properties notamment dans les composants React. En fait, un composant React ne peut pas être vu comme un custom element standard. Aujourd'hui, il y a un site qui existe qui s'appelle custom-elements-everywhere.com qui dresse super site qui dresse un peu un état des lieux pour toutes les librairies / frameworks de c'est quoi leur de framework de web components, c'est quoi leur compatibilité / interopérabilité les uns avec les autres, enfin avec l'aspect custom element qui fait qu'ils sont interopérables. Et dans cette liste-là, React depuis très longtemps était un des seuls gros à pas avoir 100%, à pas avoir 100% quoi. Et avec les derniers changements qui ont été faits dans la prochaine version React 18, a priori, on a les marqueurs qui sont ouverts sur ce dashboard. Donc, on pourra plus dire React. Je choisis pas React parce que j'ai peur que les composants que je vais développer, les gens pourront pas les utiliser dans leur stack qui n'est pas React. Et ça, du coup, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Yes. Première question. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous mes composants React vont devenir des custom elements? Ou c'est quelque chose de spécifique à implémenter? Le problème, c'est vraiment d'utiliser un web component, un custom element, dans du React. Et en fait, un custom element, c'est une balise JavaScript une balise HTML dont tu définis le comportement JavaScript. C'est un standard. Je le répète. Et pour plein de raisons historiques, React ne le supporte pas. C'est-à-dire que quand tu mets un custom element dans du JSX, dans ton composant à toi, tu fais un composant avec un bloc et tu as besoin d'un bouton qui est en fait un custom element. Si tu l'importes, il y a des trucs qui vont pas marcher, comme le disait très bien Fred, notamment le fait de setter des propriétés qui sont des objets ou autres, et le fait d'écouter des événements. Et donc, ça fait des années que via ce site Custom Elements Everywhere, tout le monde râle, beaucoup de gens râlent, ouais, mais c'est nul, ça marche pas et tout. Et donc, nous, on l'a testé avec Mathieu, mon collègue, d'essayer nos composants dans du React. Et il y a un truc qui marche pas, et qui ne marchera jamais, je pense, c'est que nous, dans nos noms d'événements, on a mis des 2 points pour faire un peu du namespacing, on va dire. Et ça marche pas parce que JSX étant une espèce de XML-like, le 2 points est déjà utilisé pour faire des namespaces. Si vous utilisez du SVG, il y en a notamment avec il y a des attributs qui s'appellent blabla 2 points quelque chose. Et donc ça fout le boxon, nos noms d'événements. Et ça, a priori, ils le résoudront pas parce que leur format d'autoring JSX, ils peuvent pas remettre en cause les règles qu'ils ont imposées. Et donc ça va peut-être nous pousser à changer notre naming. Par contre, en dehors de ça va l'air de fonctionner. Donc c'est un peu ça mon petit bémol, c'est que ça me fout un peu en l'air d'avoir du code qui fonctionne sur un navigateur, qui fonctionne dans Svelte, dans Vue, dans Angular. Et à cause de React, je vais devoir m'empêcher d'utiliser le standard tel qu'il fonctionne, quoi. Bon, ça va le faire, quoi. Mais c'est vrai que ça fait des années, comme tu l'as dit, que des gens qui font des design systems en web components se disent « Ah mince, peut-être je vais pas faire ça parce que pour les utilisateurs React, depuis des années, on doit faire plein de petits layers de compatibilité, c'est toujours un peu chiant. » Et dans React 18, a priori, ça ne sera plus un problème en soi, normalement. On croise les doigts. Ça répond à ta question, Rémi, peut-être? Oui. Et Fred, t'allais dire un autre truc, je crois. Non, pas rien de particulier. Ok. Du coup, on accueille React dans le monde des standards du web. Allez, je peux pas m'empêcher de troller. Non, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense qu'ils ont écouté et très honnêtement, je pense qu'ils écoutent depuis longtemps, mais que de par les choix qu'ils ont fait au tout début, qui datent pas d'hier, hein, React c'est 2013,
tu peux pas changer le système d'événements synthétiques qu'ils ont en interne, ni même la manière dont ils gèrent plein de trucs du jour au lendemain sans tout casser. Et comme c'est le framework le plus utilisé, s'ils cassent un truc, ça impacte un paquet de monde. Donc c'est pas simple et je peux au moins leur donner ça, quoi. On enchaîne avec un autre lien React, ce coup-ci un lien d'Alexandre Duval. Tu vas nous parler d'une bibliothèque React. Oui. Mais juste avant, je voulais revenir sur Scala 3 et les implicites. Mais tu n'as pas le droit de revenir sur un sujet comme ça. Donc, fais-nous ta parenthèse Scala 3. Non, en gros, c'est juste pour... Effectivement, les implicites n'existent plus en tant que tels en Scala 3, mais ça s'appelle des given instances ou des clauses. Mais... En gros, ils ont renommé un peu la façon de faire, mais c'est le même usage derrière. Et je pense que les mots-clés qu'ils ont ajoutés vont justement aider le compilateur qui, en Scala 2, galérait beaucoup à t'expliquer pourquoi ça compilait pas. Quand tu avais des usages un peu compliqués. Mais bref, les implicites en Scala, tout un sujet. Vous noterez que les Normands de ce podcast ne respectent pas la distribution de parole. Allez, vas-y. C'est un problème du nord de la France, ça. Ah là 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 là, ça y est, c'est parti. Donc, du coup, React Query. Alors, du coup, donc c'est une lib que moi j'ai découvert parce que sur un projet perso. Et en fait, c'est un... Je vais peut-être utiliser des mots qui sont pas très académiques, j'en sais rien. Mais en gros, c'est un data layer pour moi qui te sert à gérer ta synchronisation de data, mais sans que tu la gères en fait. C'est-à-dire que tu vas configurer en gros ton React Query pour qu'il, par exemple, il tape telle API pour récupérer, par exemple, une liste de posts de blog. Et en fait, une fois que tu l'as fait, tu vas lui configurer son cache time, son stale time, etc. Et lui va te fournir un store en fait de ces datas là, et tu n'auras pas à utiliser, tu vas utiliser le store qui va se mettre à jour entre guillemets tout seul en fonction de son cache, etc. Et toi tu fais ta query qu'une fois, modulo que le cache est expiré, etc. Et du coup, si tu parcours ton application web qui va utiliser ce data layer, et ben tu réduis considérablement tes appels API. Et tu fais aussi du espèce de prefetch, en gros. Par exemple, si tu récupères une liste de posts, tu peux imaginer qu'ils ont un ID, du coup tu peux filer ton data layer pour mettre les ID de ces posts, enfin en gros avoir une clé avec l'ID et la valeur du post en face, et du coup tu as déjà ta donnée en fait, au lieu de faire ton get comme tu referais sur un /ID bêtement, on va dire. Et du coup, il y a la version 4 qui est en alpha, et moi ça m'intrigue, enfin j'en avais besoin parce qu'en gros je cherchais un usage pour du mobile qui soit capable de se reconnecter facilement, et qu'en fait, quand il n'y a pas internet, en gros, de l'offline first, on va dire. Et en fait, il a conscience React Query, en gros, maintient l'état de la connexion internet dans son fonctionnement, et te permet en gros de garder tes queries quand t'as pas internet, de faire un espèce de offline mode où en gros il garde ta query en te marquant ton truc offline, et puis dès qu'il récupère la connexion, il va synchroniser tout ça dans l'ordre où tu les as créés, et donc il conserve tout ça très bien. Et je trouve ça super chouette parce que ça enlève une grosse épine du pied, quoi, quand tu fais du dev de mobile. Voilà, c'était juste un petit... Est-ce que tu comparais un peu ça à ce que tu peux avoir quand tu fais du GraphQL, où tu as un peu tu demandes des trucs et il y a un layer à ta place qui fait les appels bas niveau avec tout un système de cache intelligent? J'ai l'impression qu'il y a un peu un esprit dans ce genre-là, mais je me trompe peut-être parce que j'ai jamais utilisé. C'est pas exactement la même chose parce qu'en fait, du coup, tu peux utiliser du GraphQL dans React Query en fait. C'est-à-dire que tes sources de data et tes ingests de data, tes modifications de data, ton CRUD, en gros, il peut être aussi du GraphQL. C'est vraiment le côté cache, ordre des requêtes si elles sont pas pu d'exécuter, retry, tout ça. Donc toi, dans un projet React, c'est vraiment un truc... c'est Canard approved. Après, je suis pas un front expert, on va dire, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un must-have quand tu fais du React. Ouais, ok.
Et moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. À quel point on a besoin de React pour ce truc-là? Est-ce que c'est un truc qu'on pourrait mettre sur n'importe quel autre stack, en fait, finalement? Alors, Parce que c'est juste une couche d'accès aux données, donc on pourrait se dire, C'est vrai que c'est une bonne question. l'adhérence à React, je la vois pas trop. bah, je sais pas, donc je suis pas expert du front, Si, enfin, je veux dire, j'ai des connaissances assez maigres, mais tu as besoin des React hooks, en fait, parce que D'accord. ta donnée est bindée, enfin, comment dire, toute ta réaction, on va dire, face à des événements est bindée sur des React hooks. Ouais. Et du coup, je pense que c'est pas anodin. Ouais. C'est intéressant cette histoire parce que il y a plein de choses qui sont basées sur les React Hook, qui est techniquement un peu spécifique à React, même s'il y a beaucoup de frameworks qui sont inspirés de ça pour faire des fonctionnalités similaires. Et du coup, ouais, c'est dommage. Là, typiquement, moi, toutes les fonctionnalités que tu m'évoques, ça m'intéresserait de les mettre dans des projets qui sont pas forcément React. Et, Moi, c'est des fonctionnalités que j'ai implémentées moi-même. Bah ouais. Bah, c'est ça. Mais c'est chiant. Enfin, C'est ce que j'avais fait aussi. Et puis après, on m'a dit, mais regarde ça. J'ai fait, ah. Du coup, j'ai fait une PR où t'as genre moins 2000 lignes, plus 300. Ouais, T'es là, ouais, ok. forcément. Cool. et Toi, je sais Rémi pas si j'ai juste une autre question. Je sais pas si tu sauras répondre, mais est-ce qu'on a la main sur des trucs un peu bas niveau, parce que je sais que nous, sur certaines de nos applis, on gère les timeouts, par exemple. On a typiquement le use case que t'as évoqué, le fait de faire de l'offline first, c'est un peu d'être en mode optimiste, c'est-à-dire se dire je mets mon appel serveur de côté, je considère que ça s'est bien passé et j'avance, quoi. Ouais. Et en fait, nous, en implémentant ce truc-là, on s'est aperçu que les timeouts, il fallait gérer ça un peu différemment parce que, bon, déjà, faut peut-être potentiellement faire du retry, et peut-être qu'il y a aussi une erreur 500, il faut peut-être pas la considérer exactement de la même manière qu'un timeout, parce que sinon, si on fait du retry sur une erreur 500, c'est un peu problématique. Et du coup, tous ces trucs-là, il faut quand même cette logique-là. Alors, soit elle est de base dans la librairie, mais c'est peut-être un petit peu trop opinionated de fournir l'implémentation de base. Et si elle n'est pas de base, ça veut dire qu'il faut quand même donner la main sur des trucs un peu bas niveau, sur des logiques un peu bas niveau, de comment je me comporte et comment mon cache se comporte, en fait, vis-à-vis des différents types de réponses que mon serveur peut m'envoyer, quoi. Donc en fait, tout ça est configurable. Tu as des valeurs par défaut, etc. Donc un nombre de retry, ce genre de choses. Et puis en fait, pour chacun de tes appels, si tu veux, tu as une gestion Enfin, tu peux filer en gros un on success, un erreur, avoir le type d'erreur, etc. Et tu peux le déclarer une fois globalement ou après chaque fois en fonction de tes petites requêtes, etc. Parce que des fois, tu vas avoir des cas qui diffèrent un peu. Et du coup, en fait, tu gères ton état. Enfin, comment dire ? En fait, c'est comme si tu avais un espèce de serveur de data local qui se synchronise de temps en temps avec ton API s'il a internet ou pas. Et du coup, en fait, quand tu fais un timeout, etc., ou que tu as pris une 500, etc., soit tu peux choisir de garder en fait ta data comme elle est et puis de resynchro plus tard parce que c'est une erreur serveur que tu corrigeras à l'avenir, etc. Ou au final, tu la vires de ton layer local et puis du coup, c'est pas grave. Enfin, comme c'est des hooks, et du coup, ton affichage il va se mettre à jour tout seul, etc. Enfin, c'est plutôt chouette. Cool. Là, moi, je fais une overdose de React. Vous aviez d'autres choses à dire sur cette partie-là En tout cas, on vous recommande React Query. Et on a une dernière recommandation avant de terminer cet épisode. Je vais donner la parole à Fred. Tu vas nous recommander une série de vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, donc Delicious Insight et notamment Christophe Porteneuve a lancé une série de vidéos qui est toujours en cours, elle n'est pas terminée, qu'il a nommé JS idiomatique et qui reprend pas mal les bases en fait sur toutes les
nouveautés du langage ECMAScript. En gros, c'est comment un développeur front en 2022 devrait tirer parti de tous les sucres syntaxiques que le langage a aujourd'hui, et que en gros, pour se mettre à la page, si en gros vous avez fait du JS que très sporadiquement depuis 10 ans, faut vraiment aller voir, même pas que, hein. Faut pas hésiter à aller regarder ces vidéos, elles sont très intéressantes. En plus, un des credos qu'il a, c'est qu'il essaye de parler à tout le monde, c'est-à-dire que même si vous êtes expert, il essaye quand même de glisser 2 ou 3 tips un peu Sioux, ouais, c'est ça. Et du coup, généralement, enfin, moi, la plupart des vidéos que j'ai été à regarder, j'ai appris quelque chose, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, elles sont très bien faites. C'est des vidéos relativement courtes. Il y en a, la durée est un peu variable, mais en général, ça tourne autour de la quinzaine de minutes quand c'est des sujets pas trop velus. Et donc du coup, ça se regarde assez rapidement. Il en sort une par semaine là en ce moment. Ouais, moi je vous le recommande aussi. Et je les ai partagés à mes collègues qui bossent sur le front-end avec moi. Et comme tu disais, ça s'adresse à tout le monde parce qu'il reprend toujours par les bases. Il va faire un énorme effort sur le nommage, à bien utiliser le vrai nom des fonctionnalités, et si possible en français, à vous donner plein de tips. Et il va aller jusqu'à, comme tu le disais, donner des tips beaucoup plus haut niveau. Et bon, moi j'étais surpris d'apprendre des petits détails que j'avais jamais utilisés ou jamais compris de telle manière. Je crois que j'ai regardé celle sur le destructuring et j'en utilise énormément, et bah j'ai redécouvert que tu pouvais l'utiliser avec des variables qui existent déjà. Enfin, bref, c'est pas très radiophonique, mais regardez les vidéos. Ils font vraiment un effort de dingue dans le monde JavaScript francophone en ce moment. Et puis, on en profite pour mettre aussi en avant leur formation, parce qu'en fait, ils sont très doués pour transmettre de la connaissance. Et c'est une boîte qui fait des formations autour de JavaScript, mais pas que. Ils ont des super trucs sur Git aussi. Et donc, allez voir leur programme, inscrivez-vous. Enfin, regardez les vidéos et constatez à quel point c'est génial. Vraiment, ils font des super trucs, et allez voir leur formation. Ils ont vraiment un moyen de faire grandir vos équipes sur différents sujets. C'est vraiment cool. Ok, on en a fini avec ce premier épisode avec Fred. Et donc, on va se quitter sur le choix musical de Frédéric, qui est... une musique qui ne date pas d'hier, mais qui est un peu d'actualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, donc du coup, c'est Pierre et le loup de Prokofiev. Bon, je pense que donc Prokofiev, qui est ukrainien, enfin qui était ukrainien, il est décédé il y a un moment maintenant. Et donc du coup, voilà, c'était une musique que Prokofiev, en fait, j'en ai beaucoup joué au piano dans mon enfance, et c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée, que mes grands-parents me faisaient écouter très souvent quand j'étais petit. Et donc voilà, c'était un peu pour lier à l'actualité et faire un petit coucou à ce qui se passe, et où c'est un peu, je pense que ça mine un peu le moral de tout le monde en ce moment. C'est clair. J'allais de manière plus légère te demander, est-ce que toi t'avais genre un disque avec toutes les musiques qui correspondent à chaque personnage et tu le mettais en même temps qu'on te lisait un livre? Moi j'avais un truc dans ce genre-là, je crois. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et là, en fait, la musique dont j'ai fait référence là, c'est l'orchestre de Philharmonique de Paris, je crois, ouais. avec une narration par j'ai oublié son nom, par Lambert Wilson, je crois. Oui, Lambert Wilson. Ouais. Ah, c'est ça. Une excellente voix de Lambert. Ok, super. Et ben, on fait un coucou à nos amis ukrainiens. Je sais pas forcément quoi dire d'autre. Et on se quitte sur cette musique de Prokofiev. On vous fait des coucous à tous les auditeurs auditrices, et on vous dit à la semaine prochaine.
Au revoir à À la tous. semaine prochaine. Salut. Au revoir.